Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des croisades Éofor, livre numéro 2, le règne de la brute. Je sais, je suis en retard, j'ai décidé de faire un gros rattrapage avant la V4 Age of Sigmar. On est parti, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref résumé sur qu'est-ce que les croisades Éofor et ce qui s'est passé dans l'épisode 1 et 2. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus détaillé, je vous invite à aller voir mes deux premières vidéos que je mettrai à la fin de celle-ci pour pouvoir être bien à jour sur ce qui s'est passé et pour attaquer cet épisode avec toutes les connaissances qu'il vous faut. Comme sur le premier livre, je vais décomposer celui-ci en deux parties, donc ça sera l'épisode 3 et l'épisode 4, une partie qui se passera dans le royaume du feu, la partie suivante dans le royaume de la vie. Bref, petit résumé de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier bouquin? Donc ça a été la création des croisades Éofor, donc la préparation en fait, on n'est pas parti encore en croisade, qui part d'Hammerhall, donc Hammerhall Aksha, Hammerhall Giran, royaume de la vie, royaume du feu. Donc on a deux grosses croisades qui se sont mis en place pour aller reconquérir les royaumes perdus lors de l'âge du chaos. L'objectif, construire, établir deux nouveaux gros bastions, deux nouveaux havres de paix, un dans le royaume du feu, un dans le royaume de la vie. Mais vous savez, c'est l'univers de Warhammer, c'est jamais si simple et ça s'appellerait pas Warhammer s'il n'y avait pas de guerre. Donc forcément, pendant les préparatifs, il va y avoir des couacs, entre guillemets. D'un côté, dans le royaume de la vie, on va avoir une peste, les émissaires de Nurgle qui vont balancer la thrombose, une peste qui va venir saper les préparations et qui va même affecter le royaume du feu. Et dans le côté du feu, le royaume de Akshi, on va avoir Brajit, un sournois Gloomspite, un sournois grotte, qui va venir essayer de faire tout péter en arrivant des souterrains. Comme ça, il va venir tel un sournois petit gobelin et il va foutre le bordel. Heureusement qu'il y avait Fiori, un berserker qui était là, qui a pris la défense de la ville. Il n'était pas là pour rien d'ailleurs, parce qu'il était là pour prévenir d'une grosse menace qu'on va retrouver dans ce bouquin-là. Et donc il était là, il a réussi à sauver, entre guillemets, la ville de ce drame. Et les croisades vont enfin pouvoir partir. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le début de ce livre-là, le numéro 2, on nous parle de Kaliss et Tol, donc les deux personnages d'Azir qu'on a pu avoir il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 mois en figurine, qui ont été là et qui ont lutté contre la thrombose, donc contre la peste de Nurgle. Parce qu'on n'en parlait pas lors du premier bouquin, il nous en parle là en amont, dans les premières pages de ce livre. Je tenais à le dire, on a ces deux protagonistes qui sont là et qui vont lutter et qui voient partir par la suite les croisades Éofor et qui sont subjugués par tant de monde, mais qui se disent derrière, bon, comment on va faire si jamais on nous attaque, on est mal. Donc Hammerhall Aksha et Hammerhall Giran se vident complètement. Et on part pour deux énormes croisades avec deux armées vraiment titanesques. Avant d'attaquer le premier chapitre, j'aimerais vous lire un petit poème qui est écrit en début de livre que je trouve vraiment cool. La roue tourne de plus belle, enflant les cœurs d'espoir et de zèle. Un âge de fer a débuté, les ténèbres bannies par l'épée. La comète à deux queues irradie, traçant deux chemins dans la nuit. Sigmar reprend ses terres aux voleurs, deux bastions élevés en son honneur. Là, malheur, chagrin et calamité attendent ceux qui prennent le dernier. Dans la fumée et le feu, des larmes et des cris, des milliers de colons perdront la vie. Du sang de ces valeureux soldats, une cité se dressera et une autre tombera. La prophétie de la mort et de la gloire. Il est stylé quand même ce poème. Voilà, je tenais à vous le lire, on est parti. Premier chapitre, feu et fureur. Les tambours et les cornes de guerre résonnent, c'est enfin l'heure, la croisade d'Akshi part. À sa tête, la lionne Talia Verdra qui commandera les troupes de l'armée et avec elle on va avoir Pontifex Zenestra et tous ses fidèles du culte de la roue qu'on verra avec les cultes Umberogen. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une armée colossale commandée en plus par Talia elle-même, donc les troupes sont vraiment surboostées, le commandement est à son plus haut et là on a une allure assez soutenue parce qu'on arrive en quelques heures à parcourir plusieurs kilomètres. L'objectif c'est d'arriver à Brise-Trèves. L'armée est hyper galvanisée, tout le monde est très chaud, ils ont confiance et foi, mais là, première intervention de l'adversaire, on va avoir une armée d'Ironjo qui va venir les embêter. Donc pendant leur petite marche en direction du premier fort, ça sera leur première halte à Brise-Trèves, on va avoir cette attaque d'un mégaboss Ironjo et de toute sa wag qu'il y a derrière qui vont venir
essayer de percuter les lignes de la lionne Thalia. Mais bon, malheureusement pour eux, ils ont attaqué le mauvais adversaire. L'armée est vraiment colossale, la croisade est incroyablement grande et en plus de ça, elle est commandée par Thalia. Donc Thalia commence à donner des ordres, elle regroupe tous ses soldats, parce que bien évidemment c'est une genre d'embuscade qui se prennent. Elle reforme les lignes de fusillés, les canons se mettent à tirer, ils commencent à dégommer un petit peu tout ce qui arrive vers eux. Bon, malheureusement, malgré la force de frappe colossale qu'ils ont en tir, les lignes d'Iron Joe réussissent à les percuter et là les corps à corps s'engagent. Thalia Verdra, pour couper court à cette bataille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher le méga boss Iron Joe et grâce à sa super monture, sa super manticore, elle va le coucher sec. Bon, ils vont se fighter un petit peu, mais en gros, la manticore va avoir raison du méga boss et ça va dissoudre les troupes Iron Joe et après plusieurs heures, la bataille finit par être gagnée. Une partie de l'armée Iron Joe a fui, l'autre partie s'est fait tuer au combat ou pendant la fuite et c'est une première victoire pour la croisade Éofor. Malheureusement pour eux, leur joie et leur enthousiasme vont vite disparaître parce que à la fin de la bataille, il va y avoir un messager qui va arriver pour apporter une triste nouvelle à Thalia en lui disant que Amerol Aksha est en train d'être assiégé par une armée de cornes. Donc là, elle a un choix crucial à faire, elle ne peut pas arrêter la croisade. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réquisitionner 1/5 de l'armée, elle va prendre ses meilleurs hommes et elle va retourner à Amerol pour défendre la cité. Coup dur pour la croisade qui perd son général. Donc là, on va avoir un maréchal qui va venir récupérer le lead en concurrence un petit peu avec Zenestra. Il faut savoir que Pontifex Zenestra et Thalia, elles sont pas super potes déjà. Les cultes de la roue, vous allez voir, sont très très forts et sont très puissantes et discutent un petit peu l'autorité, on va dire, de base. On passe au chapitre numéro 2, l'éveil du Troggoth. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 1 et 2, Fiori, un des Fyreslayers qui était là dans le premier épisode, il était venu en Amerol Aksha pour signaler la menace qui planait et qui arrivait. Cette menace, c'était Trugg en fait. Donc là, il nous explique ce qui s'est passé en amont de ce qui va arriver. En gros, Trugg était endormi dans une genre de caverne dans le royaume de la vie. Et quand un troll dort, c'est très dur de le réveiller. Donc malgré tout ce qui a pu se passer, Trugg continua à dormir. Il y a Alarielle qui a fait tout son petit micmac, elle a créé un hôtel sur Trugg, mais elle ne savait pas qu'il était là parce qu'en fait, à force de dormir des siècles et des siècles durant, il y a toute une mousse qui s'est recouverte autour de lui et en fait, il se fondait dans la nature. On ne savait même plus qu'il était là. Lui, peu importe ce qui se passait, tremblement de terre, guerre, peu importe, il dormait. Donc comme j'ai dit juste avant, Alarielle qui construit cet hôtel magique sur Trugg. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant sur la figurine, vous le voyez avec cet hôtel au-dessus de ses épaules et de son dos. Ça vient d'Alarielle. Au fur et à mesure, cet hôtel a fusionné entre guillemets avec son corps. Et malgré tous les flux magiques qui pouvaient passer, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il continuait à dormir. Et c'est là qu'on a notre fauteur de trouble qui intervient, Mr. Brajit, qui lui a décidé de réveiller le gros Trugg. Parce que rien n'est plus bruyant qu'un groupe de grottes en furie. Donc Brajit, qu'est-ce qu'il fait ? Alors lui, il avait tout son plan déjà en tête, il avait déjà tout prévu. Et il est pas con. Donc il décide de se rendre là où Trugg dormait, et là, c'est festival. Il nous fait un de ses vacarmes et réussit à réveiller Mr. Trugg, le roi des trolls. Alors là, Trugg, il se réveille avec un mal de crâne incroyable et une colère en lui insoutenable. Brajit commence à s'enfuir, mais il laisse le troll l'apercevoir pour qu'il puisse le suivre. Donc Trugg, il comprend pas trop, il sort de son sommeil, il a mal au crâne, il voit une silhouette partir, il la suit. Et en fait, Brajit le fait traverser un portail qui l'amène du royaume de la vie au royaume du feu. Et là, on a Trugg qui se retrouve dans le royaume du feu avec une grosse migraine, il sait pas ce qui lui arrive, il voit une grosse lumière rougeâtre au loin, il se dit c'est là-bas que je dois aller, je vais tout casser pour essayer d'enlever mon mal de tête. Faut savoir que Trugg, il est aussi grand qu'un gargan, c'est vraiment le roi des trolls et il a une aura magique autour de lui. En plus, il a sa petite hôtel là maintenant avec lui qui nous donne un petit peu des pouvoirs mystiques. Donc il va réussir indirectement, parce que lui il s'en fout, il va réussir à attirer autour de lui un genre de gros troupeau, une grosse armée, un trogpo ils appellent ça, donc une armée de trolls, mais pas que, il va y avoir des grottes aussi qui vont le suivre, donc ça va être trolls et grottes, sans qu'il le veuille forcément, il va amasser autour de lui cette armée immense. Et au fur et à mesure qu'il va avancer, tout ce qui va se mettre en travers de son chemin, il va le détruire. Malheureusement pour les Fyreslayers, il va y avoir 2 magmaforts qui vont se retrouver dans son chemin. Il va déchiqueter tout ça et il va continuer son avancée.
Vous l'avez compris, son avancée, c'est où? Hein, pour ceux qui suivent? Bon, vous le verrez au prochain chapitre. La roue tourne. Dans ce chapitre, on revient un petit peu sur le départ de Thalia et le fait que le maréchal Malcorne reprend le commandement. Malgré le fait que ça soit un général reconnu, on va avoir une confrontation entre Zenestra et lui qui vont se disputer un petit peu le pouvoir indirectement. En fait, Zenestra, elle s'en fout un petit peu, elle continue à étendre son influence avec ses propos et elle continue sa vie en fait tout simplement. Pour elle, peu importe qui commande, elle est là, elle a son objectif et elle avance. Mais le problème c'est que le nouveau général de l'armée, ce maréchal Malcorne, lui il va mal voir ceci parce qu'il va se rendre compte qu'une partie de son armée se rallie au culte de Zenestra. Et là vous allez me dire, oh, c'est pas grave, c'est des petites querelles internes. Sauf que Zenestra, elle vénère le culte de la roue. Et donc ce que les soldats vont faire, c'est qu'ils vont enlever toutes les roues qui existent, donc des charrettes, de tout ce qui sert en fait à tracter, et ils vont les utiliser comme symbole. Là, Malcorne, il pète un câble parce qu'il se dit comment on va faire pour continuer à avancer si on n'a plus nos roues, comment on va faire pour tracter nos machines de guerre, comment on va faire pour tracter nos vivres, etc., etc. Donc il commence à rendre fou, mais il se rend compte que malgré ça, eh ben, la cadence de l'armée continue à avancer. En fait, Zenestra provoque un tel zèle parmi les troupes que malgré le fait qu'il n'y ait plus les roues et tout, eh ben, ils s'en foutent, ils portent tout et go, bam. Ils sont ravivés d'énergie et ils arrivent quand même à avancer. Malgré cette constatation, Malcorne, ça reste un général fier et il va se dire, bon allez, je vais aller voir Zenestra, je vais lui mettre un gros coup de pression et comme ça elle va arrêter son petit délire. Sauf qu'en fait, quand il se retrouve face à elle, il va, pour essayer de la confronter, il la regarde, Zenestra le regarde, lui lance un bon regard noir et en fait il baisse les yeux. Donc gros coup de pression par Zenestra. Au final, on a vraiment un renversement de pouvoir entre Malcorne et Zenestra et c'est plutôt, même si c'est toujours Malcorne qui gouverne, c'est plus Zenestra en fait dans l'ombre qui va diriger cette croisade. Chapitre suivant, nul sanctuaire. Après une progression difficile dans les terres du vaste aride, la croisade arrive enfin à Bristreve. Donc Bristreve, c'est quoi? C'est un gros bastion des cités of Sigmar, c'était leur première étape pour pouvoir un petit peu se reposer, reprendre des vivres, etc., etc. Malheureusement pour eux, arrivés sur place, ils constatent que la population est en ébullition, qu'il y a beaucoup de peur, d'inquiétude, que tout le monde est sur le qui-vive et qu'il y a cette aura un petit peu de peur et de désespoir dans la cité. Malcorne et Zenestra vont se renseigner du pourquoi du comment, pourquoi il y a cette atmosphère de peur qui règne, et ils vont apprendre d'après les rumeurs qu'il y a une grosse marée verte, un gros troupeau qui a été vu dans les montagnes adamantines, donc les montagnes qui sont pas très loin. Vous l'avez bien compris, cette armée n'est autre que l'armée de Trug. Donc le maréchal Malcorne, qu'est-ce qu'il dit? C'est le moment de prouver ma valeur au combat, de récupérer mon commandement et de prouver que c'est moi qui gouverne ici. Donc il prend une partie de l'armée, il prend toute la cavalerie, il prend ses meilleurs hommes et il va se poster en amont pour essayer de trouver le meilleur endroit là où il pourrait intercepter l'armée de Trug au mieux. Donc il va choisir en fait son champ de bataille. C'est une stratégie classique en guerre de pouvoir choisir là où on va affronter l'ennemi pour pouvoir bénéficier du terrain à son avantage. Faut savoir en amont que les gens qui ont prévenu Zenestra et Malcorne leur disent bien que c'est pas une petite armée, que c'est vraiment un gros truc qui arrive, que deux magma forts sont fait détruire, que la personne qui a la tête de cette armée, c'est un troll énorme, jamais vu auparavant, et qu'ils ne peuvent pas gagner. En fait, pour eux, il n'y a pas d'espoir à la limite. Donc y aller qu'avec une partie de l'armée et se dire, en choisissant mon champ de bataille, je vais gagner, c'était un petit peu optimiste de la part de Malcorne. Il prend quand même avec lui toute l'artillerie et comme j'ai dit juste avant, la cavalerie. Donc pendant qu'ils se mettent en place, il faut savoir que Zenestra, elle est restée à Bristreve parce qu'elle trouvait que l'idée de Malcorne était une mauvaise idée et qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de l'ennemi, mais plutôt rester derrière les murailles, se barricader et essayer de tenir face à cette énorme armée qui arriverait. De l'autre côté, on a Trug qui arrive avec sa géante armée entourée de trolls, de grottes, d'araignées. Bon, vous savez quoi, une grosse armée Gloomspite qui arrive pour tout ravager. Heureusement pour les City of Sigmar, ils ont eu un petit peu de chance, mais il y a une coalition de plusieurs tribus de cornes qui se sont ralliées. Pour offrir des crânes et du sang à leurs dieux, ils ont décidé d'attaquer l'armée de Trug. Très mauvaise idée pour eux, ils se sont fait ouvrir en deux. Lors du combat, on a les trolls qui explosent comme ça, les guerriers de cornes. Et on a surtout l'image de Trug qui vient transpercer comme ça un Korgorath. Il faut imaginer quand même que le Korgorath, c'est quelque chose d'immense. Je me dis à échelle humaine, ça doit faire 3-4 mètres, c'est quand même badass. Non, bah lui, il arrive et bah,
il le transperce comme ça. Bon, on a compris que Trog, il n'était pas là pour rigoler, qu'il avait mal au crâne et que tant que sa migraine ne serait pas passée, il va tout détruire. Cette petite guerre permet un petit peu de ralentir la progression de Trog, ça permet à Malcorn de se mettre en place pour la bataille à venir, ça diminue un petit peu l'armée aussi de Trog, mais en fait elle était tellement gigantesque que ça n'a pas un gros impact dessus. À la fin de cette bataille, il y a juste quelques lieues qui séparent Trog et Malcorn. Et on arrive sur le chapitre suivant, mort et désastre. Le plan de Malcorn était simple, poser toute son artillerie sur une colline naturellement défendue avec de la lave qui l'entourait. Donc pour lui, c'était la stratégie idéale. Il y a juste un petit côté étroit à l'ouest où l'ennemi pourrait arriver, mais sinon le reste est protégé naturellement par des gésiers et de la lave. Donc il s'est dit, c'est parfait, le site est naturellement défendu, je me pose ici avec l'artillerie, je bombarde l'adversaire et ça va le faire. Malcorn est prêt, les troupes de Trog au loin font leur apparition et l'artillerie commence à frapper. Les coups de canon retentissent et les trolls tombent les uns après les autres avec les grottes qui les accompagnent. En voyant l'ennemi tomber petit à petit, Malcorn se disait dans sa tête « c'est bon, la victoire est à portée de main ». Et dans un élan de fougue, il décide d'envoyer la cavalerie pour raser les hordes de gobelins. Donc, il ordonne à son estafette de lancer la charge, la cavalerie s'élance, rase les hordes de gobelins devant, mais le problème c'est qu'en faisant ça, il a délaissé toute la partie, la base de l'armée, tout ce qui était artillerie et fort. Il a laissé juste quelques lignes de hommes de fer pour protéger le passage étroit où l'ennemi pouvait arriver. Très mauvais calcul de sa part parce que dans l'armée de Trog, on avait des bouingrottes et ces genres de chevaliers squig se sont bien accrochés à leur monture et leur monture a réussi à bondir en esquivant comme ça les rivières de lave pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouverait toute l'artillerie et les fusillés de l'armée de Malcorn. Et là, ça a été un carnage, tous les servants d'artillerie qui se font massacrer, les fusillés aussi qui se font massacrer. Malcorn, quand il s'aperçoit de ça, il est déjà très loin et le massacre a déjà opéré. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à ce moment donné là précis, on entend un rugissement suivi d'un tremblement qui bouleverse toute l'armée des City of Sigmar. C'était l'arrivée de Trog. En fait, Trog, il l'avait pas vu jusque-là, tellement la masse était importante. Il se cachait à l'arrière de l'armée. Et là, au loin, il voit Trog, la machine de guerre. Et Malcorn, en le voyant, comprit directement qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille. Peut-être que s'il n'avait pas fait l'erreur de partir avec sa cavalerie, il aurait pu faire un certain nombre de dégâts et vraiment réduire l'armée de Trog. Mais malheureusement, en faisant ce choix stratégique, il vient de perdre toute son artillerie. Et c'est un très gros coup dur pour les City of Sigmar. Donc en voyant Trog arriver, il se dit c'est foutu, il sonne la retraite et là ils essaient tant bien que mal de se replier à Bristreb, au fort. Bien évidemment, l'armée de Trog ne va pas les laisser faire, il y a les araignées qui vont essayer de les capturer avec leurs toiles, il va y avoir les bouingrottes qui vont venir, qui vont sauter un peu partout histoire de tuer les personnes qui essaient de s'enfuir. Et dans cette quinquophonie de guerre, quelques survivants arrivent jusqu'à Bristreb, dont Malcorn qui rentre tête baissée. Et les soldats, en voyant ça, les soldats qui étaient restés au fort se disent « il aurait mieux fait de mourir avec les autres ». Chapitre suivant, la chute de Bristreb. L'arrivée du maréchal dans le bastion avec quelques rescapés de la bataille était vraiment un coup dur au niveau du moral des troupes de Bristreb. Heureusement pour eux, Pontifex Zenestra était là, elle gardait son calme, elle est partie voir Malcorn et lui a dit « écoute bien, si tu veux te racheter, c'est maintenant ou jamais, la grande roue t'accueille et tu es le bienvenu dans notre culte ». Malcorn il se dit « je vais me rattraper » et il ordonna à tous ses soldats rescapés de prendre place sur les murailles et de défendre la cité au péril de leur vie. Pendant que Malcorn et sa troupe de rescapés blessés se positionnaient sur les murailles pour faire face au prochain assaut, Zenestra ordonna à la majorité de la croisade de fuir en essayant de retarder la vague de Troggoth au maximum. Elle resta pour la bataille avec certains de ses fidèles. La bataille était lancée, les grottes se ruaient sur les murs, les défenseurs tenaient comme ils pouvaient. On avait les mages de guerre qui créaient de l'huile bouillante pour les verser sur les trolls qui approchaient. Ils essayaient de se défendre tant bien que mal. Malcorn, lui, de son côté, il était reboosté grâce au discours de Pontifex Zenestra et il donnait toute cette énergie aux soldats aux alentours. Armé de ses 2 pistolets, il dégomma tous les grottes qui essayaient de monter sur les murailles. Malgré toute l'énergie déployée, la défense était vouée à l'échec. Trog entra en scène, il défonça la porte d'entrée
Et ça a permis comme ça à tous les trolls, à tous les Troggoth et Ogroth de pouvoir rentrer dans Bristrève. Malkorn, dans un baroud d'honneur, décida de réunir toute la poudre noire qu'il y avait dans la cité et la placer à un point précis. Et au moment où tous les grottes et les trolls étaient agglutinés autour, il a fait sauter les barils et là, une immense explosion, tel le gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Cette explosion permit à tous les grottes autour de prendre feu, aux trolls aussi pareil, de prendre feu, de limiter leur régénération bien évidemment. Parce que vous savez que les trolls se régénèrent et Trugg lui se régénère très vite. Je ne l'ai pas précisé ça, mais Trugg il nous explique là dans le livre qu'il a une capacité de régénération incroyable. Donc cet acte suicidaire de Malkorn était la bienvenue et a permis un petit peu de casser l'avantage de l'armée de Trugg. Malgré tout, ce n'était pas suffisant pour stopper la marée de Troggoth qui continuait à se déverser dans Bristrève et à tuer les défenseurs. Du coup, Pontifex Zenestra décida de rentrer en jeu. Elle se leva de son siège, tel Gandalf le gris, Gandalf le blanc plutôt. Elle leva son bâton et s'exclama « La roue tourne sans cesse !» Et là, la magie opéra. 8 raies de lumière blanche descendèrent du ciel pour frapper les ennemis et en même temps réconforter, redonner de la force à tous les soldats des cités franches. Donc tous les défenseurs de la ville commençaient à regagner en énergie et de l'autre côté, tous les grottes qui étaient frappées par ces lueurs blanches, grottes ou Troggoth, se décomposaient en carcasses. Donc un sort vraiment très puissant de la part de Zenestra qui engendra aussi autre chose. Alors est-ce que c'était prévu ou pas de sa part? On ne sait pas, on peut imaginer que oui, qu'elle avait déjà tout prévu. Les rayons finissent par taper les rochers et les falaises qui créèrent un éboulement qui permit en fait d'ensevelir une grande majorité de l'armée de Trugg et Trugg lui-même et permirent comme ça aux défenseurs de pouvoir partir et s'enfuir. Avant ça, il y a eu quand même un élan héroïque, du moins un sacrifice en fait des flagellants pour essayer de stopper au maximum l'armée. Donc Zenestra, elle, grâce à ça, ça lui a permis aussi de partir, de se replier après le sort. Vous l'avez compris, c'était le coup de génie, l'échec et mat de Pontifex Zenestra qui permet comme ça aux défenseurs de fuir la ville et de ne pas perdre la croisade qui avait commencé. Donc Trugg, lui, il était sous les décombres et une fois qu'il reprit conscience et qu'il rouvrit les yeux, il ne voyait plus personne, plus aucune silhouette. Toutes les personnes qui combattaient n'étaient plus là. Donc la croisade avait fui Bristrève avec les survivants. Trugg avait rasé Bristrève. D'ailleurs, il était frustré parce que au final, le fait d'avoir rasé Bristrève, eh ben, ça lui a pas enlevé la migraine. Donc, il est un petit peu dégoûté, un petit peu en colère même. Du coup, est-ce que c'est une victoire ou pas de la part de Trugg et de son armée? On peut considérer comme une victoire à la Pyrrhus, une victoire avec beaucoup de morts. Et au final, c'est aussi une petite victoire pour Zenestra et son armée parce qu'ils permettent comme ça de s'échapper et de continuer leur croisade. Parce que le but, c'était d'arriver à un point précis pour pouvoir construire un nouveau bastion. Voilà pour la première partie de ce deuxième livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec, comme d'habitude, un petit like, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à activer la cloche bien évidemment si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux, Insta, TikTok, Twitch, etc. N'hésitez pas, tout est dans la description. Il y a aussi le Discord si vous voulez nous rejoindre sur le Discord. Vous êtes les bienvenus. Je rappelle aussi qu'il y a un jeu concours pour tenter de vous faire gagner la boîte Age of Sigmar V4. Donc si vous voulez participer, c'est super simple. Il suffit de faire un don sur Tipeee. À partir de 5 €, vous avez un petit ticket. On fera un gros tirage tous ensemble le jour de la sortie. Et le gagnant se verra attribuer cette boîte V4. Je vais essayer moi de mon côté de continuer comme ça les vidéos jusqu'à la sortie de la V4 et de terminer tous les livres. Alors est-ce que je vais y arriver ou pas parce que j'ai pas mal de boulot aussi à côté. Je fais comme je peux, mais on va essayer de faire ça. Dernière chose, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer aussi par le partenariat My Hobby Place. À chaque fois que vous faites un achat et que vous cochez la petite case WizGameTV, moi je récupère un petit quelque chose et ça permet comme ça de faire vivre la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!